Bonjour et merci d'assister à cette rencontre. Merci Norbert, merci Dominique. Alors cette rencontre qui va durer que 20 minutes pourrait durer 3h30. Pour ces deux livres, Harcourt, c'est le deuxième tome conçu par Dominique Besniard sur ce studio mythique de Harcourt. Et autant le premier volume était plutôt sur les stars classiques, celui-là est plutôt sur les acteurs d'aujourd'hui. Et c'est bien de voir quand même continue la tradition. Et puis le livre de Norbert Saada, l'histoire d'une vie, c'est un livre incroyable où il raconte sa longue vie et toutes ses rencontres. Vous avez sur le plateau, je pense, les deux personnes qui ont rencontré le plus d'acteurs du genre du cinéma depuis 50 ans. Non, mais c'est incroyable. Et l'un et l'autre, tous les gens que vous avez pu recroiser, que vous avez accompagnés à l'origine des carrières, c'est vraiment... Norbert, qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter votre vie? Parce que j'avais d'abord mon compagne et mon neveu qui me dit il faut que tu laisses quelque chose. J'étais réticent depuis des années, et un jour je me suis mis, bon alors on y va, et j'ai écrit des notes qui sont là, et puis il y en avait trop, donc on a coupé la moitié, on a sorti ce livre. Il faut faire le tome 2 alors. Moi je suis pas sûr. Dominique, qu'est-ce qui... Pardon, on va se déjà, Norbert et moi, on se connaît depuis longtemps, parce qu'il m'a employé, m'a fait des fiches de salaire. C'est ça, il est un des premiers à t'avoir employé. Un des premiers, pas le premier, mais un des premiers. Non, mais il y a eu Claude Berry, puis il y a eu Norbert, et puis voilà, mais c'est vrai qu'on a fait un film qui est resté un peu décalé, qui n'a pas marché comme il aurait dû marcher à la sortie, mais qui est devenu incontournable. Vous savez, il y a des fois des films, et avec le temps, ils vieillissent bien, et l'entourloupe, parce que même je suis pas sûr qu'on pourrait le faire maintenant, parce que c'était quand même très très audacieux, entre le fait de harceler des pauvres paysans pour leur vendre c'était des bibles ou je sais plus quoi, et puis il y avait quand même il y avait des sacrés acteurs, il y avait Jacques Dutronc, il y avait Gérard Lanvin. C'est grâce à vraiment à Norbert qui lui a donné tout de suite des premiers rôles. Il y avait Jean-Pierre Mariel qui était un peu... C'était pas le top de sa carrière. Il remontait, mais il était... Et en plus, c'était l'âge où je crois qu'il avait 50 ans, qu'il ne le vivait pas très bien. Et puis, il y avait Anne Jossé, et puis il y avait les débuts d'Isabelle Mergo, quand même. Voilà. Non, mais ce film, je l'ai représenté un jour à Angoulême, et franchement, je me suis dit, mais c'est quand même très audacieux. Et après, j'ai fait un autre film, j'étais agent à l'époque, le film de Mireille d'Arc, parce qu'à l'époque j'étais l'agent de Montréal, et donc on savait, cela dit, j'ai toujours croisé toute ma vie Norbert. Quel? Ah oui. J'ai fait 90 films, mais bon, ça fait beaucoup, mais il y en a où je fais une entrée, une sortie. Norbert, qu'est-ce qui vous avait donné envie d'utiliser les talents de Dominique? Il est venu me voir, il débutait, et puis moi je cherchais un ami pour faire du casting, et puis il était très sympathique, il m'a convaincu, je l'ai vu, j'étais sympathique, et je lui ai dit voilà, on va tourner à New York avec le casting qu'il a annoncé, et nous on voudrait tourner avec des vrais paysans dans leur propre ferme. Est-ce que nous sommes capables d'aller là-bas, trouver des fermes, trouver des paysans et leur apprendre de texte? C'est pas facile, parce que les gens, c'était pas facile. Et bien il m'a dit pas de problème, il est parti, il a trouvé les paysans, il leur a fait apprendre le texte, c'est pas facile, il s'est bien débrouillé. Ils ont des grands rôles, ces paysans, ils ont des grands rôles. Oui, et puis en plus on a eu un film très marrant, parce que plein de surprises avec Dutronc, les Coluche qui est arrivé, ça a été quand même assez délirant. Et alors, Marielle, qui était toujours un petit peu à l'époque, je vous dis, il avait je pense qu'il n'était pas le plus heureux dans sa vie, comme ça. Et moi, au début, il m'avait regardé un peu bizarre,
de lui amener des paysans qui allaient lui donner la réplique. Donc, il m'a dit qu'ils ont intérêt à être bons, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de travailler avec des gens qui ont des textes comme ça et qui ne peuvent pas jouer. Et franchement, je pense que la relation que j'ai eue avec Marielle, c'est quand il a vu le travail. Il m'a regardé, il pensait que j'étais un petit peu freluqué, qui arrivait de Paris et qui allait dire oh, vous allez faire du cinéma dans les campagnes. Hein. Et donc, après, il a vu, et Marielle, à partir de là, on est devenus très amis. Et comme il était un peu, peut-être pas toujours là sur le tournage, parce qu'on tournait dans le fond de Poitou-Charentes, et donc les deux se moquaient un peu de lui, Lanvin et Dutronc. Ils ont été durs avec lui. Mais Dutronc, il se moquait de tout le monde. Mais là, ils ont été très durs avec lui. Non, en fait, c'est l'esprit du Dutronc. Vous voyez les mérailles du monde. Mais là, Marie ne le vivait pas très bien. Et moi, je me souviens de passer des dimanches à aller faire de la barre dans les canaux du marais Poitevin, là, avec un coulo. Avec Marielle. Avec Jean-Pierre Marielle, et je ramais, et puis il me regardait. Et moi, je passais des heures dans la voiture avec lui parce que c'était comme moi un passionné de jazz. Et comme il sait que j'ai écouté du jazz toute la journée, il est dans ma voiture, on écoutait du jazz. Le jazz a une grande importance d'ailleurs dans le livre, en tout cas les premières années. Ce qui est incroyable quand on lit ce livre, c'est de voir le nombre de gens que tu as rencontrés. Et même on dirait que tu es à l'origine de tas d'événements, y compris d'avoir lancé le Sartaki. Alors franchement, ça, moi, je savais beaucoup de choses sur toi. Je vais expliquer comment ça s'est passé. J'étais chez Barclay. Barclay représentait la maison de disques qui sortait la musique du film de Zorba Grec. Elle m'appelle, elle me dit, tu veux voir le film, voir si on peut spotter la musique. Je vois une danse sur la plage, Terina Papas avec Anthony Quinn. Je lui dis, tiens, c'est bien comme danse, ça peut marcher en 10 la musique. Donc je demande qu'est-ce que c'est, on me donne un nom de danse, un Guapapinou, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne comprends rien à la danse. J'appelle Théo Sarapo, qui était vivant. Je dis Tao, je te montre le film, et dis-moi qu'est-ce que c'est la danse. Il me dit encore un nom, un Guapinou. J'appelle Barclay, je dis Barclay. À un moment donné, on va faire un tube avec la danse, on change de nom. Donc on fait un dîner chez Moustache, Barclay, Jean-Yann, Jacques Martin et moi. Je m'en rappelle toute ma vie, on cherche un titre. On cherche, finalement, on tombe Sirtaki. On fait sur le Sirtaki. Théodorakis, qui a écrit la musique, m'appelle furieux en disant qu'est-ce que c'est ce nom, Sirtaki, pour lancer une danse et tout. Donc ma musique, tout rendre me massacrer et tout. Un an après, il m'a rappelé, il n'a pas dit merci, il aurait pu envoyer un chèque. Ah, c'est sûr. Elle s'est dansée dans le monde entier. Non, mais c'est amusant de voir à quel point vous êtes à l'origine de plein de films, de rencontres, vous présentez les uns aux autres. C'est une époque qu'on a connue, nous, enfin, vous êtes trop jeunes tous les deux. Une époque où on se reconnaît, on se rencontrait, on se voyait, on se parlait, et pas de téléphone déjà comme maintenant, facile déjà. Les rencontres étaient plus faciles, même si il n'y avait pas de téléphone, c'était plus facile les rencontres avant que maintenant. Et puis il y a une autre qualité aussi de Norbert, c'est que Norbert il venait de la musique, et c'est vrai que la musique, enfin les variétés ou le show business, le beau show business, et le cinéma, les gens ne se rencontraient pas forcément. Hein. Et toi, tu as su associer les deux. Et ça, c'est peu courant, hein, parce que des mecs comme Claude Berry, ils étaient acteurs, après ils faisaient des courts-métrages, ils devenaient producteurs. Le Louche, pareil, tandis que toi, tu venais à la fois de la musique, parce que tu as une marque de disques et tout ça, et ensuite tu as fait, et du reste, moi je me souviens très bien, que lorsque j'étais casting, et si on avait besoin d'un chanteur, je me disais, tiens, je vais appeler Norbert, je suis sûr que tu vas me le trouver. Non, c'est vrai. Et c'était assez compartimenté. Hein. Oui, c'est vrai, ça. Il y a une rencontre qui, bien évidemment, a compté beaucoup, et c'est ici la préface, c'est Alain Delon, et j'ai eu la surprise d'apprendre que tu étais à l'origine de Monsieur Klein, alors que je ne savais pas. À l'origine, c'est moi qui ai monté Monsieur Klein, mais les producteurs à l'époque avaient un contrat, m'avaient enlevé le générique. 20 ans après, ils m'ont enlevé le générique, ça me touche, je m'en fous complètement. À l'origine, c'est même pas Delon qui venait le faire. C'était Belmondo. Non, Belmondo avec Costa Gavras. C'est ça, Moi, oui. je suis pas dans le cinéma, et il y a un monsieur qui m'appelle, c'est le roi des boutons à Paris, monsieur Milgrom. Il me dit, Norbert, j'ai fait écrire un scénario, parce que les parents de ma femme ont été déportés au Veldiv. Ah bon? Il me dit, est-ce que tu veux m'aider à monter le film? Je dis, écoute, fais-moi lire, il fait lire. Je dis, écoute, à part deux, trois détails, je pense que ça peut faire un très beau film. Je dis, qui devait le tourner? Il me dit, Belmondo et Costa Gavras. Ah bon? J'appelle Hugo ici, c'est le grand patron de
dans les médias et de notre ami. Et l'agent de Belmondo. L'agent de Belmondo, je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé, il m'a dit écoute, c'est des problèmes entre eux. Je lui ai dit mais Costa fait toujours le film, il me dit oui. Je lui ai dit qui veut Costa, il me dit Montan ou Delon. Et je lui ai dit en bonne amitié avec Canal, je lui ai dit Montan il s'appelle Livy, il ne sera pas crédible. Je ne suis pas juif, je suis juif, il ne sera pas crédible. Donc on a un mec qui n'a rien à voir avec ça, rien à voir avec mon amitié avec Delon, mais Delon c'est le personnage. Il me dit tu te débrouilles. D'accord, je vais voir Delon. Tourner Borsalino numéro 2, on voit qu'il est venu le Palace, il était dans le café d'en face. Je vois Alain, je lui dis Alain, voilà, j'ai un scénario pour toi. Solinas, Costa Gavras. Il me dit je lis pas, je fais. Ça commence comme ça. Je lui dis écoute, tu lis et tu fais après. Non, non, je lis pas, je fais. Bon, très bien. Je donne le scénario. Il me dit tu débutes dans le cinéma. Je dis écoute, on a déjà fait un truc ensemble, mais moi je n'intervenais pas. Là, je vais vraiment m'occuper comme producteur tout seul. Il me dit t'occupe pas, je lis. J'ai pas de chance, j'ai de la chance. Le lendemain, il tombe une machine sur Costa Gavras. Il allait chercher son fils Anthony. Et il dit à Costa, je suis content, mais on va travailler ensemble. Et Costa, il dit pourquoi faire? Il dit pour faire Monsieur Klein. Il lui dit ah non, moi je ne le fais pas. Vous ne connaissez pas bien Delon, mais Delon, quand vous lui dites vous faites un affront pareil, s'il est en face de vous, il vous tue. S'il y avait un téléphone avec des balles dedans, j'aurais pris 100 balles. Non, il m'a insulté. Tu débutes vraiment mal, c'était un scandale. J'ai dit bon, on va se calmer. Je cherche quoi faire, j'ai un scénario, j'ai pas de metteur en scène, j'ai un acteur, j'appelle le notaire, je connaissais pas, mais je connaissais Eddie Vartan, c'est son ami, il me présente le notaire, je lui montre le scénario, il m'appelle une semaine après, il me dit, mettons, je n'ai pas aimé. Ah bon? J'ai mal lu, hein. Bon. Et puis après, je vais voir son conseiller numéro 2, Jacques Deray. Je dis Jacques, puisque tu tombes tout le temps avec Delon, j'ai un sujet pour lui. Et je trouve que c'est formidable, c'est une metteur en scène. Dans mon scénario, j'ai un scénario, il m'appelle, il me dit, il m'est tombé des mains. Alors là, j'ai dit, Deray, il tombe des mains, l'auteur n'aime pas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je me suis trompé, c'est peut-être que. Et puis, je réfléchis, 4 jours après, 5 jours après, j'appelle Alain, j'ai une idée, il y a un mec qui a tourné, qui a fait des films que tu aimes beaucoup, avec qui il a eu très bon rapport, c'est Clément. Qu'est-ce que tu penses de René Clément? Ah, il dit, c'est une très très bonne idée, tu peux appeler de ma part. Moi, son numéro, je ne le connais pas, moi, débuté dans le numéro, j'appelle Clément, je lui donne le scénario, et puis un jour, 2 jours, 4 jours, 6 jours, 10 jours, il ne m'appelle pas. Je dis, comme tous les jeunes producteurs, tu dis, mais il va me faire venir cardiaque. Donc, je l'appelle, et je lui dis, René, bonjour, c'est Robert Savard. Vous avez eu le temps de lire mon livre, il me dit, mon scénario, il me dit oui, et il me dit, c'est formidable. Alors, tu sais comment? Du détends, il me dit, j'hésite entre ce film et la babysitter avec Marielle Schneider, pas Romy, Marielle Schneider. Je dis, ce mec qui est Delon, qui est au top niveau, il hésite entre Delon et Marielle Schneider. Déjà, j'ai dit, j'appelle Delon, j'ai un je vais dire une chose, même s'il dit oui, Clément, il ne faut pas le faire avec lui. Il me dit, pourquoi? Ça y est, il est has-been, il est cuit, il ne sait plus rien. Il me dit, ah bon? Je dis, écoute, il est cuit. Bon. Alors, je rentre chez moi, Alain ne comprend pas, et puis, je rentre chez moi, je vais faire un film à l'inverse de ce qui se passe maintenant. Où montrer des gilets jaunes, des gens gueulis et tout, on va faire un film à l'anglaise, très classe, avec dans des endroits luxueux et tout, on verra l'histoire des juifs qu'à la fin. J'appelle Alain, je dis on va faire un film à l'anglaise, il me dit oui, je le raconte comment, il me dit c'est formidable comme idée, et qui tu veux? Attends, je dis Joseph Lozé. Il me dit qui? Je dis Lozé. Il me dit tu vas le persuader? Je dis non, c'est toi qui vas le persuader, moi je ne le connais pas. Lui, il avait tourné avec lui, l'assassinat de Trotsky. Tu le connais, tu as son numéro, tu l'appelles. On lui envoie le scénario, il ne lit pas le français. Donc c'est sa femme qui lisait, qui nous traduisait au fur et à mesure, et à mon grand étonnement, par rapport à ses idées politiques, il a fait le film. Voilà comment s'est monté Monsieur. Oui, pourquoi ses idées politiques? Il était gauche, mais c'est pas un film de droite. Et ce qu'on apprend dans le livre aussi, en tout cas, c'est l'une des explications, puisque le film a été présenté à Cannes, en compétition, et que tout le monde pensait qu'à la France, elle m'a appelé, donc Catherine Laporte, à 11h du soir. Elle m'a dit en principe, c'est de long qu'elle prix. Donc j'appelle Alain, on se prépare dans matin, on part à Cannes, parce qu'on va voir le prix. Il dit, ah bon, je suis content. À minuit moins 5, elle m'appelle, mais non, il a plus de qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, on l'a enlevé, c'est un Mexicain, je crois. Un Espagnol. Un Espagnol, qui travaille dans une usine qui n'avait rien à foutre du scénario. On l'a réveillé, il a accroché au nez. Ce que qui est dans sa face, c'est que le président, c'était Costa Gavras. C'était Costa Gavras, voilà. C'est ce que tu glisses quand même dans une parenthèse, et du coup, on se dit que c'est peut-être pas un hasard. Franchement, il méritait le prix. Ah, bah c'est sûr, mais on voit bien, le film est devenu culte. C'était qui le président? Costa Gavras. Costa Gavras. Costa Gavras. C'est comme ça qu'il a enlevé le prix avec Dominique
pas que des journaux, ça vient qu'il y a un moment donné. Le micro. C'est un peu ridicule, au contraire, il n'a pas fait le film, il aurait tout faire pour l'avoir. Dominique, qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter en images l'histoire du studio Harcourt? Puisque là, on est déjà au 2e tome. Bah, je pense que pour le 100e, je serais peut-être plus là quand même. Oui, si. Non, mais ce que je trouvais, d'abord le premier, j'avais envie de le faire parce que c'était, comme tu dis, la génération d'avant-guerre, les grands noms pendant la guerre, Daniel Darieux, Michel Lombardo, Jean-Louis Trintignant. Jean-Louis Trintignant, donc tout le monde. Donc ça me plaisait de regarder ces photos et de les commenter. Et là, c'était la nouvelle génération. Et quelques-unes, parce que le studio Harcourt a eu après, avant les années 2000, ça a été un peu en sommeil. Et même les photos, ils essayaient de refaire les photos avec des acteurs récents d'il y a 15 ans. Et les photos, franchement, les photos de Nathalie Baye, c'est pas celle que je préfère. C'était un peu, c'était une fois sur deux bien, je le dis honnêtement. Et après, la nouvelle direction a repris vraiment des très grands photographes. Et tout le monde va aller se faire photographier. Les bar mitzvahs, les communions, les mariages, tout le monde là-bas. Je pense que l'argent qu'ils font, Harcourt, c'est plus à cause du public. N'empêche que maintenant, je trouve qu'ils sont très bien. Et les dernières photos sont forts, vous verrez. Et surtout, il y a plein d'acteurs, on se dit pourquoi ils vont. C'est vrai que Bonnard, on n'imagine pas se faire photographier, et ils viennent tous. Mais forcément, parce que c'est lié quand même à la mythologie. À la mythologie, ouais. Et donc, L'Argot, c'est mythologique. et donc, moi, je suis avec un garçon, comme j'avais, n'empêche que j'avais proposé ça il y a 10 ans à mon ami Jean-Pierre Lavoignac, qui n'a pas voulu l'écrire, parce qu'il était trop pris. Et comme on avait fait Casino d'hiver, donc on s'est dit, voilà, et là, j'ai demandé à Guillaume Evin, parce que moi, je suis capable de raconter, mais quand j'écris, ça va un peu dans tous les sens. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui nettoie et enlève les digressions. Là, c'est plus facile parce que c'est exactement mon impression sur un acteur, voilà ce que je pense un peu de lui, de la photo. Donc voilà, c'est un peu ludique, mais c'est avant tout un livre de photos, un livre de commentaires. Non, puis c'est amusant, effectivement, comme tu dis, de voir des acteurs d'aujourd'hui qu'on n'attendrait pas photographiés par Harcourt, que ce soit Pierre Ninet, Pio Marmaille, tout ça, il y a quelque chose de. Oui. C'est un cadeau de Noël idéal. Bastien Bouillon, sa photo est démente. Ah oui. Alors, à mon avis, ils doivent. Alors, les filles, elles veulent toutes ressembler aux héroïnes de Hitchcock. Elles font des poses, ça m'amuse. Ou toutes les actrices fatales des années 40 du cinéma noir américain. Donc, de temps en temps, je dis, mais attendez, elles essayent oui, en fin de compte, tu as raison, d'essayer de ressembler aux gens qu'on fait rêver dans les années 40 et 50. Et ce qu'il a oublié de dire, c'est que notre génération, les plus jeunes, c'est que Harcourt, c'était un truc mythique. Quand on avait une photo d'Harcourt, on l'a regardé. Moi, j'aurais fait une appel avec Johnny, avec l'idée qu'ils m'ont offert d'ailleurs chez moi. Et c'était mythique. Moi, pour moi, quand on m'a dit on va faire une photo avec Johnny, je suis allé tout de suite. Pour moi, Harcourt, c'était mythique. À l'époque, Harcourt, c'est un signe de réussite. Ça montrait qu'on avait réussi. Alors, pendant la guerre, mais ce n'est pas du tout les mêmes gens, ça n'a pas été très très clair, puisqu'il paraît entre nous, dans les archives, et on les cache, mais il y avait tous les nazis qui allaient se faire photographier. C'est Harcourt. Ça, à la limite, c'est pas la même direction. Non, ça a changé de propriétaire. Je préfère spécifier quand même. Sans dévoiler des secrets, mais est-ce qu'il y a des acteurs ou des actrices qui ont été réticents à voir leurs photos publiées? Non. Oui, certainement. Enfin, j'en ai qui n'ont même pas voulu, qui ont fait la photo, mais pas voulu être dans le livre. Il y a toujours des gâcheux, il y en a toujours qui pensent qu'ils sont beaucoup plus connus, qu'ils ne le sont réellement. On ne demandera pas de nom. On ne demandera pas de nom. C'est impossible de résumer ce niveau-là. Mais si tu devais, je sais pas,
dire les 3 personnes qui ont le plus compté dans toute cette carrière? D'abord, le premier qui m'a mis dans le show business, parce que je dansais dans un club, il m'a dit que je travaillais avec moi, Eddie Marquet. Et puis. C'est quand même pas mal de débuter comme danseur. Oui, dans les moyens. animateur. C'était un gamin, t'avais 20 ans, non? T'avais 20 ans. Et puis, après Barclay, j'ai eu la chance, donc ça marche pour moi, je suis Barclay. Et puis, j'ai eu 2 rencontres formidables en même temps. D'abord, la première, c'était Delon, que je connaissais quand on était vraiment tous les deux à la ramasse à Saint-Germain. Et puis après, Sergio Leone, avec qui j'ai appris beaucoup de choses et qui était au moins un metteur en scène rare. Voilà. Ah, c'est sûr. Ces 3 personnes, mais les 3, voilà les 3. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des projets que tu as voulu faire et qui ne sont pas faits, que tu regrettes le plus? Les projets que j'ai voulu faire, je n'ai pas fait. Alors il y en avait un avec Dino Ventura, qui s'appelait le Sphinx. Un gars qui existait, on appelle Sphinx, des services secrets qu'on n'a pas fait. Il est mort, Alain, Nino. On devait faire avec Brigitte Bardot et Omar Sharif Ali, qui m'avait fasciné quand j'ai débuté dans le cinéma, c'est mon premier projet. Ça s'appelait Madone des Sleeping. Donc ça s'est pas fait. Que tu racontes. J'ai voulu faire pendant des années un livre qui était un énorme succès, qui s'appelait Le Dernier des Justes, de Fort Wrangler. Et à l'époque, c'était très compliqué, un film sur les Juifs et tout, c'était très compliqué. Ça s'est pas fait. Et puis voilà, il y a plein de projets comme ça qu'on ne fait pas. Il ne faut pas avoir de regrets. Et celui dont tu es le plus fier? C'est tous mes enfants, les films. Je suis fier de Monsieur Klein, je suis fier de Mandrin Pourri. Tout ça, un film plus moderne aujourd'hui quand il est sorti, Mandrin Pourri, tu vois. Et puis je suis fier de tous mes films que j'ai aimés. Il n'y en a pas beaucoup que je n'ai pas aimés. Moi, je ne les aurais pas fait. Mandrin Pourri, Monsieur Klein, Espère lève-toi. Et Espère lève-toi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir une mauvaise nouvelle au début. Quand j'ai acheté pas Espère lève-toi, on meurt que 2 fois. J'ai acheté le livre pour Delon, d'accord? Avec Doré, je fais lire à Delon. Je dis Alain, on va faire toi, Charles Trampix, ça va être une affiche incroyable. Il me dit d'accord, donne-moi le livre, je lui donne le livre. Il me rappelle 4 jours après, 3 jours après, parce qu'il est très vite Delon. Quand on se comprend, c'est un vrai pro. Il m'appelle, il m'envers, je suis là de te dire, je n'aime pas du tout le livre. Je suis catastrophé, j'appelle Audiard, je dis Audiard, qu'est-ce qu'on fait? On a Audiard, Doré, Rampling, on n'a plus d'acteurs. Remplacer Delon, c'est impossible, il n'y a pas d'équivalent de Delon. Donc il n'y a qu'une solution, c'est de trouver autre chose que Delon. Et puis je reste chez moi, un jour ou 2, je camberge, j'appelle Audiard, j'ai une idée, on prend le contre-pied de Delon, on prend Michel Serrault. Et Audiard me dit, Michel Serrault nu dans une douche avec Charles Trampling. C'est nouveau ça. Je dis justement, ça va être ça l'originalité. On a pris Serrault, et on a eu un Oscar César d'ailleurs. Et Serrault a pris la douche tout nu avec Charles Trampling, et le succès du film vient de là. Je pense que si ça avait été Delon, on aurait dit c'est évident qu'ils vont finir ensemble. Et là, c'était pas Delon, et donc c'était l'événement qui a fait marcher le film. Alors, moi, je te suis redevable au moins d'être allé sur ce tournage-là. Canicule. Et aussi sur Canicule, où j'ai rencontré Lee Marvin grâce à toi. Comment ça se passe quand on va chercher un acteur comme Lee Marvin? C'est très simple. Je suis arrivé, j'ai dit l'idéal c'est Lee Marvin. Alors tous les gens en France me disent qui Lee Marvin? Mais tu crois que Lee Marvin va venir à Paris, je suis dans la bosse. J'ai dit pourquoi il ne viendrait pas? Je l'appelle, il vient pas, moi je lui demande, le nom on l'a déjà. J'appelle Louis. Donc j'appelle l'agent de Lee Marvin, j'ai dit voilà, je voudrais Lee Marvin pour jouer un film à Paris, j'en prends un blanc, il me dit qui vous êtes? Non, personne. Il me dit quelqu'un vous connaît à Los Angeles, ça commence comme ça. Parce qu'à l'époque, le cinéma français, c'est comme un cinéma du Togo ici ou de Yémen. C'est pas pareil que. Alors je lui dis oui, je connais très bien Alvin Winkler qui a produit les Rocky et compagnie, qui est un ami, et puis Freddy Fils, qui est président de MGM. Il me dit d'accord, il raccroche. J'appelle vite Alvin Winkler pour lui dire on va t'appeler, mais c'est déjà fait. Donc il me rappelle, l'agent, il me dit vous pouvez appeler Marvin à Tucson, en Arizona. Je l'appelle, et voilà, je serais très heureux, ça. Il me dit c'est quoi que vous voulez? Je dis je vais envoyer le script, vous pouvez le lire. Il m'a dit j'ai pas le temps, je vais le lire après. Vous voulez qu'on se voit? Je dis oui, puis demain matin, petit déjeuner au Beverly Hills. Et ah bon, j'étais à Paris. J'ai dit d'accord, 8h30, j'appelle Boissé, il dit on prend l'avion de nuit. Et il me dit une phrase géniale, ça c'est les Américains, il me dit I will recognize you. Je vous inquiétez pas, moi je vais vous reconnaître. Voilà comment on a fait le film. Et il a dit oui tout de suite? Et tout de suite. Et puis je l'ai fait rire parce qu'à un moment donné, on va faire les costumes. Et puis il n'y avait pas de costume, on va chez
Neiman Marcus, c'est le seul moment où on trouve les costumes américains. Pour le film, on voulait des costumes américains. On trouve un costume, je dis, mais il en faut au moins 2 ou 3 pour le film. On me dit, il y en a un à tel endroit, il faut attendre 3 jours. Je lui dis, écoutez, je suis un pandé, moi j'ai besoin de tous les costumes. Il me dit, ne vous inquiétez pas, je vais les récupérer, moi je vous les amène. Je dis, merci. Je sors mes cartes de crédit très fier, moi, en 82, 83, toutes les cartes de crédit. Et puis le mec me regarde comme ça, dédaigneux, il me dit, vous n'avez pas la carte de Mme Marcus? Je lui dis, non, on ne peut pas. Je dis, bon, on prend la carte de Mme Marcus, ça commence bien. Alors je lui dis, écoutez, je vais trouver un ami qui va payer une carte de Mme Marcus demain. Il m'a dit, moi j'en ai une, il paye. Bon. Et je lui dis, ça commence bien. Puis je lui dis, on signe le contrat. Et je lui dis, il faut que je vois comment on fait pour le virement. Il me dit, écoutez, monsieur Sada, je viens de m'engager. Vous ne m'avez pas payé les 10% de mon contrat. J'ai payé mes costumes et je vous les ramène. Qu'est-ce que je peux faire encore pour vous? Voilà comment ça a commencé. Dominique, qu'est-ce qui dépanne dans la carrière de Norbert Sada? Déjà, de toujours d'avoir aucune. De ne pas être blasé. Il n'est jamais blasé, puisque là, il s'est occupé du spectacle il est revenu dans la chanson, le spectacle de Delon et celui d'Aznavour, qui était vraiment formidable. Non, le seul truc qui me plaît chez lui, voilà, c'est qu'il est pas blasé, il n'est pas amer, et surtout, il y a de quoi être amer maintenant dans le cinéma quand même. Hein. C'est pas les mêmes choses. Par exemple, il n'y a pas d'acteur qui paierait sa carte bleue. Non, les choses ont changé quand même. Mais là, il faut que j'arrête parce que j'ai l'impression de parler comme un vieux coup. Mais c'est vrai qu'on appartient à une époque où les gens, quand on disait c'est ok, maintenant tout le monde se rassure tout le temps avec des mails, surtout se protéger. Et nous, à l'époque, on ne se protégeait pas. On ne se protégeait pas, et la preuve, c'est qu'on est là encore, et que... On appelait Dominique, tel acteur, il te disait oui, on n'est pas contraint d'avancer. Voilà. Et maintenant, les gens parce que c'est la société qui fait ça. C'est que maintenant, quand un jeune casting, moi j'ai fait quand même beaucoup de films, et les castings, mais c'est hallucinant. Ils ne regardent même pas les comédiens, ils ne les rencontrent pas, ils font que des trucs, des vidéos, des machins. C'est pas pareil d'avoir quelqu'un en face de soi. Donc ça veut dire qu'on voit beaucoup de jeunes qui sont un peu frustrés, qui disent mais voilà, je connais ce casting, j'ai envoyé mon tape, et on est mon tape, c'est ça. Et tout d'un coup, il me dit ouais, comme faire un essai avec un voisin de palier pour un film. Moi je voyais les gens, on avait le temps. Alors maintenant c'est une autre époque, tout est rapide. Et en même temps, c'est compliqué. Moi, j'adore aller dans les cours de théâtre. Et de temps en temps, je vois ils sont énormément. Ils sont un nombre dans les cours. Ils passent jamais. Et je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce métier? Et donc, voilà, pour réussir, il faut vraiment avoir envie. Et se dire, il n'y a que ça qui compte pour moi. Sinon, on va faire un métier. Moi, je pense que quand on fait du cinéma ou de la musique, si on n'a pas d'univers, qu'on n'y croit pas, il ne faut pas y aller. Les gens qui veulent faire de la musique ou du cinéma, ça fait bien, parce que ça fait chic, parce qu'ils veulent être connus, c'est pas bon. Ils se tournent tous casser la gueule. Si tu as un vrai univers, si tu sais ce que tu veux, je pense que tu as une chance de réussir. Non, et surtout, c'est une lutte. Et voilà, mais même je disais ça hier à un acteur, je lui disais, mais on va dans un cours de théâtre. Les acteurs, ils jouent plutôt juste, ils sont un peu comme Plus belle la vie, ils sont justes, sincères. Et bon, alors on se dit pas, celui-là, personne n'est mauvais. Mais quand je vais dans un cours et qu'il y en a un qui est un peu maladroit, qui baisse la tête, qui n'a pas compris, et surtout qui ne sait pas, qui ne s'aime peut-être pas assez, vous revenez un an après, s'il est là, il est épatant. Je pense toujours à Patrick Chenet, moi. Je me souviens de Patrick Chenet à ses débuts, on ne comprenait pas du tout ce qu'il disait, il avait la tête, il n'était même pas propre. Et quelques temps après, on le voyait, mais il avait compris, et voilà. Donc c'est important, on ne doit pas être tout de suite parfait, on ne doit pas être non plus tout de suite à l'aise, et voilà. C'est vrai, moi je pense que être acteur, c'est pas être juste tout de suite. Le mot de la fin, Norbert. Moi, je suis très content d'avoir
participer à ce débat et surtout d'avoir une autre amie, Lavoignel, qui est là, la mémoire du cinéma, qui est sûrement, moi j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie, parce qu'il n'était pas encore né quand j'ai commencé les interviews, c'est sûrement le plus sympathique et le meilleur intervieweur sur le cinéma que je connaisse. Journaliste, c'est lui. On n'est pas là pour ça. Merci beaucoup à tous les deux. Producteur de légende, effectivement, les studios Harcourt pour les 90 ans. Et on attend dans 10 ans pour les 100 ans de Harcourt Dominique. Et juste un mot, vous pouvez aussi voir en ce moment sur France Télévisions la série que Dominique a produite qui s'appelle Ça c'est Paris. Voilà. Alors maintenant, c'est des nouvelles méthodes. On peut voir toute la série avant, qui soit diffusée à la télévision. Donc on a les chiffres qui sont un peu faussés. Donc moi, de mon temps, on attendait le mercredi. Donc il y a beaucoup de gens qui ont vu déjà la presse commissaire. Je vois la totale. Merci à tous et je passe la main. Eh ben, je pensais que la mémoire du cinéma français c'était René Château et on vient d'apprendre que c'était Jean-Pierre Lavoignel. Voilà.